Bamako a entendu un avertissement net et brutal. Dans la salle, l'air pesait. On évoquait déjà plus de 2 millions de déplacés et des alliances qui se détachent d'ECOWAS. Que change cet hiver noir pour vous, Ibrahim Traoré ? Le discours décrit une mécanique discrète, des armes qui circulent selon des schémas trop synchronisés, une guerre de l'information en plusieurs langues, puis une pression silencieuse autour des sites d'or et d'uranium quand l'État lutte déjà pour gouverner. En remontant jusqu'à l'effondrement libyen de 2011 et aux retraits étrangers, l'idée est simple. L'instabilité devient une monnaie et le Sahel risque d'être forcé à la traverser. Cette analyse promet une lecture claire de ce qui se joue derrière les avertissements récents venus du Sahel. Vous y gagnez une compréhension concrète des mécanismes, des acteurs et des conséquences possibles. Derrière les discours officiels, il existe un enchaînement précis. Décisions sécuritaires, réactions extérieures, puis effets différés sur les populations, l'économie et la souveraineté. L'enjeu n'est pas seulement régional. Migration, chaîne d'approvisionnement en minerais stratégiques et équilibre diplomatique dépassent largement les frontières du Bukiminichi, du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Ce fil déroulera les causes avant les effets, sans spéculation inutile. Il s'appuiera uniquement sur les éléments présents dans le contenu source, déplacement massif, recomposition des alliances, accélération des attaques et bataille des récits. Une question reste suspendue dès maintenant. Cette dynamique annonce-t-elle une crise subie ou un basculement assumé ? La réponse dépend moins d'un événement isolé que de la cohérence d'un choix collectif et de la capacité des États sahéliens à définir eux-mêmes leurs priorités de sécurité et de ressources avant que d'autres ne le fassent à leur place. Un chiffre à retenir. Plus de 2 millions de personnes ont déjà été déplacées au Burkina Faso, et ce chiffre continue d'augmenter. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais une accélération mesurable, que Ibrahim Traoré relie à une série de décisions prises bien avant les derniers sommets régionaux. Pour comprendre cet avertissement, il faut remonter le fil sur 15 années. En 2011, l'effondrement de la Libye a agi comme un premier domino. Des stocks d'armes se sont déversés vers le sud, franchissant le Sahara, atteignant des forces locales qui n'étaient ni équipées ni préparées à une telle puissance de feu. Ce qui ressemblait à des attaques isolées s'est progressivement transformé en une insurrection transfrontalière touchant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais le contexte ne se limite pas à la violence armée. Parallèlement, les missions étrangères se sont succédées, souvent incohérentes, créant une dépendance sécuritaire sans victoire durable. À chaque retrait partiel, un nouvel acteur est apparu avec un agenda différent. Cette instabilité structurelle a ouvert des vides, rapidement exploités par des groupes extrémistes capables de se déplacer, de se coordonner et de frapper là où l'État était déjà fragilisé. Ibrahim Traoré insiste sur un point central. Rien de tout cela n'est aléatoire. L'accélération récente coïncide avec un intérêt renouvelé pour les ressources du Sahel. Or, uranium, or et autres minerais stratégiques deviennent essentiels pour les technologies contemporaines. Là où ces ressources existent, la géopolitique s'intensifie rarement par hasard. Le message n'est donc pas celui d'un chaos spontané, mais d'une convergence. Violence armée, pression informationnelle et recomposition des alliances avançant ensemble. Cette lecture replace les événements actuels non comme une nouvelle crise parmi d'autres, mais comme une phase plus dangereuse, où la souveraineté elle-même devient l'enjeu principal. Dans ce contexte tendu, le récit ne se limite pas aux salles de conférence. Il se reflète dans des trajectoires ordinaires qui servent de repères. À la périphérie d'une ville sahélienne, un commerçant explique que son marché n'ouvre plus qu'à l'aube. Après-midi, la circulation devient trop risquée. Les étals se sont clairsemés, non par manque de demande, mais par peur des routes. La présence militaire, autrefois rassurante, est devenue une ligne de front permanente. Un second cas revient souvent dans les témoignages évoqués. Celui d'un enseignant déplacé avec sa famille, l'école a fermé plus tôt, non après une attaque spectaculaire, mais à cause d'une érosion continue de l'autorité locale. Les élus sont toujours en place, mais leurs décisions ne s'appliquent non plus au-delà de quelques kilomètres. Cette lente dégradation crée un sentiment diffus, plus corrosif que la violence ponctuelle.
Ces histoires illustrent un impact précoce essentiel. L'instabilité ne commence pas par l'effondrement brutal des institutions. Elle débute par des ajustements quotidiens, presque invisibles, qui redéfinissent ce qui est considéré comme normal. Marché réduit, horaires compressés, routes évitées, services publics repliés. Chaque adaptation semble rationnelle isolément, mais ensemble, elles signalent un basculement. C'est dans cet espace que le message politique prend racine. Quand la vie ordinaire se contracte, la confiance suit le même mouvement. La sécurité cesse d'être une promesse abstraite pour devenir une question immédiate, vécue au jour le jour. Et c'est là que l'avertissement trouve son sens concret. Avant même les grandes décisions géopolitiques, ce sont ces micro-changements qui annoncent la profondeur de la crise. Le basculement ne s'est pas produit en un jour, il s'est enclenché, puis accéléré. D'abord, un retrait progressif des dispositifs sécuritaires extérieurs, présenté comme un simple réajustement. Ensuite, une montée des attaques, plus rapide, plus coordonnée, frappant des zones jusque-là périphériques. Enfin, une décision politique majeure. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rompent avec ECOWAS et formalisent l'alliance des États du Sahel. L'ordre régional change de visage. À ce moment précis, le tempo s'accélère. Les groupes armés exploitent les interstices laissés par les transitions institutionnelles. Ils franchissent les frontières en vagues synchronisées, testent de nouveaux axes, ciblent des régions sans historique de présence extrémiste. Dans le même temps, les récits en ligne se multiplient. En plusieurs langues, ils contestent la légitimité des gouvernements sahéliens, attisent des tensions communautaires et présentent les choix souverains comme des menaces pour la stabilité mondiale. C'est dans cette séquence que Ibrahim Traoré situe le cœur de son avertissement. Selon lui, ces événements ne forment pas une succession chaotique, mais une chaîne. Chaque maillon renforce le suivant. Le retrait crée un vide. Le vide attire des acteurs armés. L'insécurité affaiblit les institutions. L'affaiblissement institutionnel justifie de nouvelles pressions extérieures. Le cycle se referme. Le point de bascule intervient lorsque la pression dépasse le seul champ sécuritaire. Des négociations discrètes apparaissent autour des sites miniers. Des sociétés étrangères se positionnent pendant que les États mobilisent leurs ressources pour survivre. Des accords d'urgence sont proposés comme des solutions temporaires, alors qu'ils engagent l'avenir économique sur le long terme. Dans ce contexte, chaque attaque armée n'est plus seulement un acte de violence, elle devient un levier. Le climax du récit se joue à Bamako lors du sommet de l'Alliance du Sahel. Pas de mise en scène grandiose, pas de déclaration tonitruante, mais une atmosphère lourde, presque clinique. Ibrahim Traoré parle d'un hiver noir. Le terme frappe parce qu'il décrit un processus, non une explosion. Un hiver commence lentement. Il s'installe par l'érosion, pas par la tempête. Les répercussions ne tardent pas. Les diplomates occidentaux qualifient l'alliance de rupture dangereuse. Certains analystes évoquent un vide stratégique, d'autres y voient l'ouverture à de nouvelles influences. Dans la région, les réactions sont contrastées. Une partie de la population salue un choix longtemps attendu. Une autre craint l'isolement et les sanctions. Les groupes extrémistes, eux, observent et s'adaptent. La ligne des événements montre ainsi une transformation profonde. Ce qui était présenté comme une crise sécuritaire devient une reconfiguration politique, économique et informationnelle. L'avertissement ne porte plus seulement sur la violence à venir, mais sur la direction prise. À partir de là, chaque décision, chaque retard et chaque compromis pèse davantage. Le Sahel n'est plus dans l'attente. Il est entré dans une phase où chaque pas produit des répliques durables. La situation peut se lire à partir d'un point de départ clair, puis d'un glissement mesurable. Au Burkina Faso, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées par la violence. Aujourd'hui, ce chiffre sert de ligne de base pour comprendre une dynamique qui ne ralentit pas, mais se diffuse vers de nouvelles zones et de nouveaux profils de population. Cette progression n'indique pas seulement une intensité accrue, elle révèle une extension spatiale et temporelle du risque. Un deuxième repère éclaire la nature du phénomène. Des analystes cités dans le contenu source notent que le Sahel concentre désormais près de la moitié des décès liés aux actes terroristes dans le monde. Ce constat ne repose pas sur un pic isolé, mais sur une accumulation annuelle. Il traduit une capacité des groupes armés à maintenir la pression, à se déplacer et à frapper des cibles militaires autrefois considérées comme protégées.
La bascule se mesure ici par la fréquence et la portée plus que par un événement unique. Un troisième indicateur concerne le rythme. Les récits évoquent une accélération des conflits qui prenaient des années à s'installer se propagent désormais en quelques jours. Cette compression du temps modifie la réponse institutionnelle. Les autorités gèrent des symptômes immédiats, tandis que la dynamique de fond poursuit sa course. Le différentiel entre la vitesse des attaques et celle des réformes devient un facteur de vulnérabilité en soi. Ibrahim Traoré s'appuie sur ses repères pour formuler son diagnostic. Les chiffres, dit-il en substance, ne décrivent pas seulement une crise sécuritaire, ils signalent une pression coordonnée. Quand les armes circulent selon des schémas synchronisés, quand les récits numériques se déploient simultanément en plusieurs langues, et quand l'intérêt pour les sites d'or et d'uranium s'intensifie au même moment, la coïncidence devient difficile à soutenir. La donnée chiffrée sert alors à relier des domaines souvent analysés séparément. Ces mesures éclairent aussi les limites des réponses passées. Des années de formation internationale et de milliards dépensés n'ont pas empêché l'augmentation des déplacements ni l'expansion territoriale des groupes armés. Le delta entre l'investissement annoncé et les résultats observables alimente le scepticisme des populations. Ce décalage, quantifiable par ses effets, transforme la défiance en force politique. Enfin, les chiffres replacent la question des ressources au centre. Le Sahel est décrit comme riche en minerais stratégiques, indispensables aux technologies contemporaines. Quand l'instabilité progresse vers ces zones, la donnée économique se superpose à la donnée sécuritaire. Le risque n'est plus abstrait. Il devient mesurable par les concessions négociées dans l'urgence et par la capacité réduite des États à défendre leurs intérêts sur le long terme. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire. Ils ne prouvent pas une intention unique, mais montrent une convergence. Pour Ibrahim Traoré, c'est précisément cette convergence qui justifie l'alerte. Les chiffres ne prédisent pas l'avenir, ils révèlent une pente. Et une pente, une fois engagée, exige des décisions rapides pour être infléchie. Les critiques de cette lecture avancent deux arguments solides qu'il faut considérer pleinement. Le premier affirme que la montée de l'insécurité relève avant tout de dynamiques internes, faiblesse historique des institutions, tensions communautaires anciennes, croissance démographique rapide et pauvreté structurelle suffiraient à expliquer l'expansion des groupes armés. Dans cette perspective, lier l'escalade actuelle à des agendas extérieurs risquerait de détourner l'attention des réformes indispensables en matière de gouvernance, de justice et de services publics. La crise serait donc endogène, aggravée par des choix politiques récents, plutôt que provoquée par des pressions coordonnées. Le second argument soutient que la rupture avec les cadres sécuritaires antérieurs a créé un vide prévisible. La coopération internationale, bien qu'imparfaite, fournissait renseignements, logistique et soutien financier. En s'en détachant brutalement, les États sahéliens auraient exposé leurs forces à une période de fragilité transitoire. Les groupes armés exploiteraient cette fenêtre d'opportunité, non parce qu'un plan global serait en œuvre, mais parce que toute transition de sécurité génère mécaniquement des failles. Selon cette lecture, le problème central serait le calendrier, pas l'intention. Ces arguments reposent sur des faits observables et ne peuvent être écartés d'un revers de main. Pourtant, le contenu source apporte un contrepoint précis. La question n'est pas de nier les causes internes, mais d'expliquer leur synchronisation récente avec d'autres phénomènes. L'accélération simultanée des attaques, la montée coordonnée des récits numériques et l'intérêt soudain pour les zones riches en minerais ne suivent pas des logiques indépendantes. Elles se renforcent mutuellement. De plus, si la rupture sécuritaire expliquait seule l'escalade, on observerait une dispersion désordonnée. Or, les témoignages évoquent des schémas trop réguliers, franchissement de frontières en vagues, frappes dans des régions jusque-là épargnées, narratifs alignés en plusieurs langues. Ces éléments ne contredisent pas les faiblesses internes, ils suggèrent qu'elles sont activement exploitées. Ainsi, le débat ne porte pas sur une alternative binaire. Il s'agit de comprendre comment des vulnérabilités existantes deviennent des leviers. Le cœur de l'argument n'est pas l'absolution des responsabilités locales, mais la reconnaissance d'une phase où les dynamiques internes et externes s'imbriquent, rendant la trajectoire plus difficile à inverser sans stratégie cohérente.
À ce stade, le discours bascule d'un constat vers une relecture complète. Ibrahim Traoré ne décrit plus une succession d'événements défavorables, mais un changement de nature. Ce qui était perçu comme une instabilité chronique devient, dans son propos, un processus structuré, avec ses signaux faibles, ses accélérations et ses points de non-retour. Le terme « hiver noir » sert précisément à nommer ce passage. Il ne s'agit pas d'un pic de violence, mais d'une saison longue, conçue pour durer. Cette révélation modifie la manière d'interpréter les faits précédents, les attaques ne sont plus seulement des symptômes. Les campagnes d'information ne sont plus de simples réactions. Les pressions économiques ne sont plus opportunistes. Ensemble, elles forment un environnement où la marge de manœuvre politique se réduit progressivement. Les États continuent de fonctionner, mais sous contrainte permanente. Ibrahim Traoré insiste sur un point clé. Un hiver ne s'annonce pas par un choc unique, mais par une normalisation du déclin. Les institutions tiennent encore, mais moins loin. L'économie tourne, mais au ralenti. La souveraineté est affirmée, mais sans toujours pouvoir être exercée. C'est cette zone grise qui rend la situation dangereuse, car elle retarde les décisions tout en accumulant les coûts. À mi-parcours, le message devient clair. La question n'est plus de savoir si la région traverse une crise, mais si elle reconnaît la nature du cycle dans lequel elle est entrée. Et cette reconnaissance conditionne tout ce qui suit. Les effets de cette dynamique ne restent pas théoriques, ils se déclinent déjà, différemment, selon les acteurs concernés. Pour les États, la pression se traduit par une gouvernance sous contrainte. Les gouvernements consacrent l'essentiel de leur capacité à la sécurité immédiate. Les politiques de long terme sont reportées. Les administrations fonctionnent encore, mais en mode défensif. Ibrahim Traoré souligne que cette situation réduit la capacité à négocier sereinement, qu'il s'agisse de partenariats sécuritaires ou de contrats économiques, car chaque décision est prise dans l'urgence. Pour les entreprises, notamment locales, l'incertitude devient un coût permanent. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent. Les investissements sont différés, non par manque d'opportunités, mais par imprévisibilité. Les acteurs étrangers, mieux capitalisés, peuvent absorber ces risques, ce qui accentue les déséquilibres. Dans les secteurs liés aux ressources, cette asymétrie est encore plus visible. Les négociations autour de l'or ou de l'uranium se déroulent alors que l'État cherche avant tout à stabiliser le terrain, affaiblissant sa position. Du côté des populations, l'impact est quotidien. Les déplacements forcés ne signifient pas seulement la perte d'un toit, ils entraînent la rupture des réseaux sociaux, l'abandon des terres et l'effritement des repères culturels. Ibrahim Traoré rappelle que chaque vague de violence élargit ce cercle, transformant une crise sécuritaire en crise sociale durable. La peur réorganise les horaires, les trajectoires et même les aspirations. Enfin, pour la région dans son ensemble, les conséquences dépassent les frontières nationales. Les flux migratoires s'intensifient, les tensions diplomatiques s'accroissent entre États voisins, les cadres régionaux existants sont remis en question sans qu'un nouvel équilibre soit encore stabilisé. Cette période intermédiaire est particulièrement fragile. Ibrahim Traoré insiste sur un point souvent sous-estimé. Ces 4 niveaux interagissent. Une décision prise au sommet de l'État résonne immédiatement sur les marchés locaux. Une rumeur amplifiée en ligne peut déclencher un déplacement réel. Une concession économique négociée sous pression modifie durablement la souveraineté. La conséquence la plus lourde n'est peut-être pas la violence elle-même, mais la normalisation de l'exception. Quand l'urgence devient permanente, elle redéfinit ce qui est jugé acceptable. À ce stade, la question n'est plus seulement de contenir les chocs, mais de savoir comment sortir d'un cycle où chaque acteur agit sous contrainte maximale, au risque de figer la trajectoire pour des années. À court terme, 3 trajectoires se dessinent sans prétendre prédire, mais pour clarifier les conditions qui orientent l'avenir. D'abord, le scénario de base prolonge la tendance actuelle. L'insécurité persiste à un niveau élevé, mais sans effondrement soudain. Les États consolident partiellement leurs dispositifs, gagnent du temps, mais restent sous pression. Les négociations économiques se font au cas par cas, souvent dans l'urgence. Les récits concurrents continuent de circuler en ligne, alimentant la défiance sans provoquer de rupture nette. Dans ce cadre, la souveraineté progresse par à-coups, au prix d'une fatigue institutionnelle durable. Ensuite, le scénario optimiste suppose une inflexion coordonnée. Les États sahéliens parviennent à aligner leurs priorités sécuritaires, informationnelles
et économique. La coopération régionale devient opérationnelle, pas seulement déclarative. Les frontières moins scindées sont mieux contrôlées, la circulation des armes ralentit et les récits perdent en efficacité faute de relais locaux crédibles. Les négociations sur les ressources gagnent en cohérence, car elles s'appuient sur une position commune. Ce scénario ne supprime pas la violence, mais il en réduit la capacité de déstabilisation systémique. Enfin, le scénario pessimiste repose sur une accumulation de chocs. Les attaques s'intensifient simultanément à des sanctions ou à des pressions diplomatiques accrues. Les États doivent arbitrer entre sécurité immédiate et concessions économiques. Les fractures internes s'élargissent, alimentées par des campagnes informationnelles plus agressives. La région entre alors dans une spirale où chaque réponse défensive affaiblit la capacité de sortie de crise. Le hiver, évoqué précédemment, cesse d'être une métaphore pour devenir une condition durable. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent même coexister selon les zones et les périodes. La variable déterminante reste la cohérence des choix. Si les décisions sécuritaires, économiques et politiques avancent séparément, les coûts s'additionnent. Si elles avancent ensemble, même partiellement, elles créent des marges. La recommandation de fond n'est pas tactique, mais cognitive. Il s'agit de remplacer la gestion réactive par une lecture systémique. Non pas demander ce qui éteint l'incendie du jour, mais ce qui empêche sa propagation demain. La question reste ouverte, volontairement. Quel scénario est renforcé par les décisions prises aujourd'hui, souvent sans le dire explicitement? À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait et rejoint directement ceux qui observent la situation de l'extérieur. Pour une première catégorie de spectateurs, souvent issus de la diaspora, le débat est intime. D'un côté, le désir de voir la région reprendre le contrôle de sa sécurité et de ses ressources. De l'autre, la crainte que l'isolement et la confrontation n'aggravent les souffrances quotidiennes des familles restées sur place. Cette tension traverse les conversations privées autant que les espaces médiatiques. Pour un second groupe, composé d'acteurs économiques et professionnels, l'impact se lie à travers la stabilité des échanges. Une région durablement instable modifie les chaînes d'approvisionnement, renchérit les coûts et accroît les risques. Les décisions prises aujourd'hui au Sahel influencent déjà la perception du risque à moyen terme, bien au-delà du secteur minier. L'incertitude devient un paramètre permanent et non un épisode transitoire. Un troisième regard est celui des citoyens non directement liés à la région, mais concernés par ses répercussions globales. Migration, sécurité énergétique, alignement géopolitique. Ce qui se joue localement rejaillit sur des équilibres plus larges. Comprendre cette dynamique permet de dépasser les récits simplificateurs qui réduisent le Sahel à une zone de crise chronique, sans agency propre. Pour tous ces publics, un point commun émerge. Les choix décrits ne sont pas lointains. Ils influencent la manière dont l'Afrique de l'Ouest sera perçue, soutenue ou instrumentalisée dans les années à venir. S'informer devient alors un acte de responsabilité, pas de curiosité. Deux pistes simples s'imposent. D'abord, distinguer les faits des récits amplifiés. Ensuite, interroger systématiquement à qui profite chaque lecture dominante. Ce double réflexe ne résout pas la crise, mais il réduit le risque d'y participer passivement. À ce niveau, l'enjeu n'est plus de trancher, mais de comprendre avant de juger. À partir de ce diagnostic, Ibrahim Traoré esquisse une logique d'action qui ne repose pas sur une mesure unique, mais sur une séquence. La première étape concerne la sécurité définie localement. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter les effectifs, mais d'aligner renseignement, mobilité et coordination régionale. La logique défensive isolée laisse place à une approche partagée où chaque État protège aussi la profondeur stratégique de l'autre. Le critère d'évaluation n'est pas la présence visible, mais la réduction des zones grises exploitées par les groupes armés. La deuxième étape touche à la souveraineté informationnelle. Les récits hostiles ne sont pas combattus par le silence, mais par la crédibilité. Cela implique des institutions capables de communiquer de façon cohérente, rapide et factuelle. Quand les autorités laissent le vide narratif s'installer, d'autres le remplissent. La mesure ici est qualitative. Diminution de l'adhésion locale au récit de délégitimation et restauration progressive de la confiance publique. La troisième étape est économique. Les ressources stratégiques ne peuvent
plus être négociés séparément, dans l'urgence. Une coordination régionale sur les contrats miniers augmente le rapport de force et réduit les concessions imposées par le contexte sécuritaire. Le succès se mesure par la capacité à différer une négociation sans perdre l'accès au marché, signe d'une marge retrouvée. Une quatrième étape, souvent sous-estimée, concerne la discipline institutionnelle interne. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Aucune alliance ne tient si les institutions s'érodent de l'intérieur. Gouvernance, justice et armée doivent avancer ensemble, sans arbitrage opportuniste à court terme. Enfin, la cinquième étape relève du temps politique. Ces mesures ne produisent pas d'effet immédiat. Leur indicateur principal est la stabilité cumulative, pas le choc spectaculaire. Cette feuille de route ne garantit pas l'évitement de la crise, mais elle offre un critère clair, savoir si les décisions prises aujourd'hui réduisent ou renforcent la dépendance demain. Le récit revient alors à ces scènes ordinaires évoquées plus tôt. Le commerçant qui ferme son marché avant midi. L'enseignant déplacé qui ne sait pas quand une classe rouvrira. Ces figures ne sont pas des symboles abstraits. Elles incarnent ce qui est en jeu lorsque les débats géopolitiques descendent au niveau du quotidien. Chaque décision prise loin des villages finit par modifier une heure d'ouverture, un trajet évité, une confiance perdue. C'est dans ce décalage que la parole de Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière. Son avertissement ne cherche pas à provoquer la peur, mais à nommer une trajectoire avant qu'elle ne se fige. Le hiver noir n'est pas présenté comme une fatalité. Il est décrit comme une saison qui peut s'installer si rien ne change, ou se raccourcir si les choix convergent. Le rappel est simple et exigeant. La souveraineté ne se mesure pas à un discours, mais à la capacité de maintenir la vie ordinaire malgré la pression. Quand les institutions tiennent, les marchés rouvrent. Quand la confiance revient, les écoles reprennent. Cette chaîne paraît modeste, mais elle est décisive. La phrase qui reste, presque en suspens, résume l'ensemble. Résister à l'érosion avant qu'elle ne devienne l'horizon. Dans cette perspective, le débat n'oppose pas optimisme et pessimisme. Il oppose l'anticipation à l'attentisme et pose une question que chacun, à son niveau, est désormais contraint d'affronter. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais par une responsabilité partagée. Ce qui se joue au Sahel n'est ni un épisode lointain, ni un simple dossier de politique étrangère. C'est un révélateur. Il montre comment des régions entières peuvent être poussées, freinées ou soutenues selon la manière dont le monde réagit à leur choix de souveraineté. L'avertissement porté par Ibrahim Traoré n'impose pas une adhésion. Il invite à une lecture plus attentive. Être d'accord ou en désaccord importe moins que de comprendre les mécanismes à l'œuvre, les intérêts en présence et les conséquences possibles de chaque récit dominant. Dans un environnement saturé d'analyses rapides, prendre le temps de cette distinction devient un acte en soi. La discussion ne s'arrête donc pas d'ici. Elle se prolonge dans les échanges, les désaccords argumentés et les questions ouvertes. Est-ce une alerte exagérée ou une lucidité inconfortable ? Les décisions actuelles renforcent-elles l'autonomie ou déplacent-elles simplement la dépendance ? Si ce contenu a nourri votre réflexion, partagez votre lecture. Vos commentaires, vos points de vue et vos nuances enrichissent le débat collectif. Comprendre ensemble n'éteint pas les crises, mais cela réduit le risque de les subir sans les voir venir.